En termes de droit, vous prenez, la définition est donnée, ce sont des sites exploitant des activités présentant des risques pour l'environnement et la santé, soumis à une réglementation stricte pour gérer les pollutions et nuisances potentielles. Tout est dit. À vous, Dominique, à toi, Dominique. Bonjour, je suis donc le secrétaire général de la FED. Et je voulais juste préciser que ça regroupe 1600 associations à travers la France et 1600 associations qui sont comme vous, qui mènent le combat pour empêcher la multiplication des projets éoliens aussi imbéciles les uns que les autres. Alors, le contexte juridique, le premier, celui qui attire tous les promoteurs, c'est leur contrat. Il faut savoir qu'un promoteur éolien bénéficie, ce que n'a aucune entreprise, un contrat garanti sur 20 ans. À un prix d'achat du mégawatt qui est quasiment 2 fois celui qu'on achète à l'énergie nucléaire. Donc déjà, ça vous donne une petite idée du bénéfice. Et deuxièmement, lorsque maintenant on a les surproductions, il y a deux hypothèses. Soit ils vont vendre sur le marché au prix libre, donc à plus de 100 € du mégawatt, et puis tant pis pour nous. Soit ils ont une obligation de couper, de mettre en rideau, en drapeau leurs éoliennes, et dans ce cas-là, on leur paye quand même 30% du prix du mégawatt. Donc du prix du mégawatt auquel ils étaient contractuellement assujettis, à savoir les 86 ou 87 € du mégawatt. Bon, c'est vraiment un cadeau juteux. Alors, maintenant j'en arrive à l'autre bout de la chaîne, qui est celle du tout début de la prospection éolienne, la promesse de bail emphytéotique. Il faut savoir, et beaucoup d'exploitants agricoles se sont fait piéger, que ces promesses de baux emphytéotiques sont particulièrement léonines, qu'elles sont tenues à une clause de confidentialité, c'est-à-dire que celui qui a signé, il n'a pas le droit d'en parler aux autres, ni à son maire, ni à ses enfants, officiellement. Il faut savoir quand même qu'il engage sur ces promesses de baux emphytéotiques sa descendance. Il faut savoir aussi une autre ruse des promoteurs éoliens, c'est qu'ils donnent comme durée minimale d'une promesse de bail emphytéotique 7 ans, avec une possibilité de la reconduire de 7 ans. Pour une raison simple, c'est qu'ils considèrent que la durée d'un contentieux, c'est entre 7 et 10 ans. Et donc s'ils se font chagriner par une association, bon, ils en ont pour un petit moment. Mais ils ont entouré tellement cette promesse de bail de servitude sur, en gros, 10 hectares autour de chaque éolienne, que le moment venu, on l'a vu maintenant en Normandie, c'est ce qui se passe, ils rajoutent une clause pour dire, si jamais on n'aboutissait pas là-dessus, vous allez signer pour un contrat agrivoltaïque. C'est-à-dire que les mêmes terres sont gelées pour une durée indéfinie. Donc, alors, revenons donc à l'hypothèse simplement éolienne. C'est donc une fois qu'ils ont signé la promesse de bail emphytéotique, ils sont verrouillés puisqu'ils ne peuvent plus la dénoncer. Les clauses de dénonciation n'existent pas dans la plupart des promesses de baux et on renvoie donc au droit de la consommation qui est 8 jours dans le meilleur des cas, et donc à l'arrivée, jamais ils peuvent y renoncer. Ils découvrent en cours de route, ces pauvres exploitants agricoles, qu'ils sont piégés à 2 titres. Ils sont piégés parce qu'ils vont avoir sur leur parcelle un paquet de béton qui va être au minimum de 1000 tonnes et dans le pire des cas 1800 à 2000 tonnes. Et ils sont piégés une deuxième fois puisque ils engagent leurs enfants, puisque à l'arrivée, lorsque la promesse de bail arrive à son terme, on arrivera au bail emphytéotique et ils ne pourront pas renoncer au bail emphytéotique, sauf à dédommager de façon considérable le promoteur. Et donc sur ce bail emphytéotique, ils en prennent pour 45 ans. La durée de vie d'un parc éolien, c'est 20 ans. Et donc ça veut dire que le promoteur éolien, par avance, sait qu'il fera un repowering sur les terres en question sur lesquelles il a verrouillé toute action foncière. Et donc, le repowering, c'est quoi? C'est ce qui se passe au Rochereau, c'est-à-dire qu'on enlève des éoliennes de 140 mètres et on va mettre des éoliennes de 240 mètres. On ne les met pas sur le même socle, non forcément, parce que le socle n'était pas assez solide. On met un autre socle à côté sur la même parcelle, donc on a 1000 tonnes de béton d'un côté, on va mettre 1800 tonnes de béton à côté, et puis on a trouvé une astuce, parce qu'en fait la loi oblige à démanteler jusqu'au bout du socle. Oui, mais
Ah, ils ont trouvé une astuce, c'est-à-dire qu'ils ont fait faire un correctif à l'arrêté de 2011, en 2022, qui dit, si vous arrivez à nous prouver par votre bureau d'études que le fait de faire ce chantier de démantèlement complet, ça va perturber encore plus la biodiversité, on vous autorise à n'enlever qu'1 mètre. Or, si vous regardez les projets éoliens qui démarrent actuellement, le socle en béton, il démarre 1 mètre en dessous du niveau de la terre. C'est tout simple. Ils ont juste à recouvrir avec de la terre arable quand ils s'en vont. Et ils laissent l'héritage pour la génération d'après. Voilà. Ça, c'est les promoteurs éoliens. Alors, la seule façon de les barrer, ce sont les contentieux. Malheureusement, il n'y a pas d'autre solution, mais ils bénéficient encore une fois d'un privilège particulier, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas engager de contentieux au tribunal administratif qui serait peu coûteux. Vous êtes obligé de vous coller, d'aller en cour administrative d'appel, forcément avec un avocat spécialisé sur le sujet, et derrière, vous aurez forcément le Conseil d'État à vous coller. Ce que vous gagnez, et dans ce cas-là, c'est les autres qui partent au Conseil d'État, que vous perdiez, et vous avez intérêt à partir au Conseil d'État, parce que les magistrats aujourd'hui sont quasiment les seuls remparts qui nous restent contre les projets éoliens. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles en la matière. Les cours administratives d'appel sont quand même assez attentives aux problèmes d'environnement, aux problèmes de biodiversité, aux problèmes de paysage. C'est pas assez à notre goût, mais... pas encore assez, mais ça vient, ça vient. Là, vous avez 2 arrêts du Conseil d'État qui viennent de sortir, qui donnent raison, l'un à Beaulieu, en Indre-et-Loire, pour la cigogne noire, dont les promoteurs éoliens ont essayé de vous tordre le cou en faisant un article dans la République il y a quelques jours, disant que finalement non, la cigogne noire, c'était pas si grave. Hein. Ils ont trouvé un ornithologue qui a été prétendre ça. Et puis, deuxièmement, l'autre projet qui est donc au Conseil d'État, qui a été retoqué par le Conseil d'État le 28 février. C'est un projet dans la Meuse où ils sont envahis d'éoliennes et où là, le promoteur éolien a eu le culot de contester le rejet du projet pour un motif tout à fait évident, qui est celui de l'armée. L'armée dit, oui, mais si vous me mettez des obstacles de 200 mètres, moi je suis sur une zone d'entraînement à basse altitude et à très basse altitude pour mes pilotes, ils vont se vautrer. Donc c'est pas possible. Et donc le préfet est obligé de rejeter. Eh bien, les promoteurs éoliens se moquent complètement de ces préoccupations-là, qui concernent la sécurité et un petit peu la défense, et vont jusqu'au Conseil d'État pour essayer de retoquer ces décisions de rejet. Donc voilà. Je reviens à un sujet qui est préoccupant, enfin qui est aujourd'hui un des leviers sur lequel vous devez agir. C'est le levier de ces messieurs dames qui sont là, le levier des élus. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est dans une phase de réalisation de PLUI. Cette phase de réalisation du PLUI donne aux élus la possibilité de mettre des freins, pour ne pas dire des barrières, à tout projet éolien sur certaines zones déterminées. Évidemment, il ne s'agit pas de prendre des mesures de portée générale, mais il y a des mesures simples qui peuvent être intégrées dans des PLUI et qui permettraient de restreindre très très certainement tous les projets éoliens. Il y a aujourd'hui vous avez un exemple qui est celui de Cœur de Charente, qui fait l'objet d'un contentieux que regardent tous les promoteurs de France et de Navarre, parce qu'il aboutirait effectivement à empêcher sur la communauté de communes en question tout projet éolien. Et je tiens à féliciter les élus qui ont travaillé sur ce projet. Et j'encourage d'ailleurs les élus des autres départements à faire la même chose. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que les promoteurs éoliens qui n'hésitent pas expliquent aux élus que non, mais les éoliennes, c'est génial. Ils vont gagner beaucoup de sous. Alors, ils vont gagner beaucoup de sous, il faut le tempérer un tout petit peu quand même. D'abord parce que l'IFER, c'est-à-dire l'impôt forfaitaire des énergies renouvelables qui est reversé, il est reversé à 20% seulement pour la commune d'accueil et à 80% partagé entre le département et la communauté de communes. C'est-à-dire que la commune d'accueil, elle va se goinfrer de tous les inconvénients, mais pas beaucoup d'avantages. Bon, et à l'autre bout, la commune d'accueil, elle va avoir un deuxième sujet. C'est-à-dire que dans ses recettes propres,
ces fameux 20% vont rentrer dans ces recettes propres. Et à quoi servent ces recettes propres? Le total de ces recettes propres aboutit à calculer le potentiel financier de la commune, que l'on divise par le nombre d'habitants et qui sert à l'État pour calculer la dotation qu'il lui verse. C'est-à-dire que l'État fait une opération tout bénef, c'est-à-dire qu'il va avoir à donner moins en dotation, puisque le potentiel financier par habitant aura monté. Et alors la deuxième lame qui arrive derrière, c'est la lame qui était elle pas prévue, mais qui résulte de deux arrêts, l'un de Nantes et l'autre de Rennes, qui dit que tous ceux qui se trouvent dans un périmètre de moins d'1,5 km, tous ceux qui ont une propriété dans un périmètre de moins d'1,5 km d'une éolienne, peuvent demander une réduction de leur taxe foncière à hauteur de 30 à 40%. Ah. Et donc, il suffit d'écrire à la direction des impôts fonciers en disant, voilà, j'ai une éolienne à 1,3 km de chez moi, donc je demande une réduction de 40% du montant de ma taxe foncière. Voilà. Aujourd'hui, c'est mathématique, et donc ça veut dire que la commune d'accueil, elle perd sur tous les tableaux. Voilà. On vous a parlé de la lutte contre les gaz à effet de serre, j'y reviendrai pas, c'est... Dans les boniments que déposent les promoteurs éoliens, le fameux résumé non technique, on vous dit, il n'y a pas de problème, on va ramasser des millions de gaz à effet de serre, c'est formidable. On sait aujourd'hui, et c'est pour ça que la Fed a engagé une procédure contentieuse contre l'ADEME, que ces chiffres ne reposent sur aucune base scientifique. Voilà. Autre petit privilège qui vient d'arriver et qui va rentrer malheureusement et qui est rentré effectivement dans les faits le 26 octobre 2024, c'est la disparition des procédures d'enquête publique. Magique. On vous la remplace par une procédure dite de consultation. Procédure abracadabrantesque dont même les services de l'État ne savent pas comment la traiter. Hein. Donc c'est pas peu dire. Et donc ça va aboutir à quoi ? Ça va aboutir qu'on va dire, ah bah oui, vous avez 3 mois pour donner votre avis, c'est formidable, c'est beaucoup plus qu'avant. Avant, il y avait que 2 mois. Oui, mais le dossier que l'État va soumettre à l'enquête publique, on va juste analyser sa complétude. On ne va pas faire une instruction du dossier, c'est pas prévu. On fait juste sa complétude. Il y a toutes les pièces, hop, on met à l'enquête publique. Toutes les pièces réglementaires. Ça veut dire que vous n'avez pas l'avis de la MRAE, vous n'avez pas l'avis de l'aviation civile, vous n'avez pas l'avis de l'armée, vous n'avez pas l'avis de l'ARS, vous n'avez pas l'avis des bâtiments de France. Tout ça, c'est des avis qui vont intervenir pendant que la consultation aura commencé. Et pendant tout le temps que durera la consultation. Vous, les élus locaux, vous allez être priés dans les 2 mois du début de la consultation de voter pour dire si oui ou non vous êtes d'accord avec ce projet. Sauf que la consultation, elle va durer 3 mois et qu'au bout des 2 mois, vous n'aurez peut-être même pas eu l'avis de la MRAE et des services compétents et peut-être même pas celui de l'aviation civile ou de l'aviation militaire. Donc c'est invraisemblable de bêtises. Bon. Et aujourd'hui, lorsqu'il y a un avis de l'aviation civile ou de l'aviation militaire, c'est un rejet, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas l'enquête publique. Voilà. Donc aujourd'hui, on a pourquoi cette consultation? On fait traîner les avis de ces 2 autorités extérieures. Je ne sais pas, mais vous qui n'êtes pas très loin de Cognac, il y a quelques bonnes raisons de se soucier du sujet. Bon. Exactement. Alors ensuite, la biodiversité, un petit mot sur la biodiversité quand même, parce que j'en ai parlé des cigognes noires tout à l'heure. Notre deuxième argument, hormis les règles d'urbanisme qu'on peut faire bouger avec les PLUI, c'est de trouver des ornithologues avec lesquels on peut travailler pour dénicher, entre guillemets, toutes les espèces protégées, oiseaux et chiroptères, chauves-souris, qu'il y a sur le territoire où doivent s'implanter ces éoliennes et sur ce qu'on appelle l'aire d'études rapprochée. Voilà. C'est aujourd'hui le rapporteur public du Conseil d'État depuis 2022 a indiqué que à partir du moment où on a une espèce nicheuse à proximité d'un parc éolien, c'est-à-dire dans l'aire d'études rapprochée ou l'aire d'études immédiate, eh bien, on peut, si cette espèce protégée est menacée d'extinction, on peut aboutir à faire casser un projet éolien. C'est le cas des cigognes noires, ça peut être le cas aussi du circaète Jean Leblanc, dont vous avez sans doute entendu parler, l'aigle des plaines. Il y a très peu de nids en Poitou-Charentes, et donc là où il y a un nid, vous pouvez imaginer que dans un périmètre de 5-6 km autour, s'il y a des éoliennes qui s'installent, il va falloir faire le combat sur cet oiseau. Voilà.
Quoi dire d'autre que la chauve-souris est le meilleur insecticide qu'on peut connaître. Il faut savoir qu'une chauve-souris mange un tiers de son poids chaque jour et que donc ce sont toutes des espèces protégées, dont certaines sont en voie de disparition comme la grande noctule. Et donc il est évidemment indispensable quand on a un vivier entre guillemets de chiroptères de le mettre en avant dans la bagarre qu'on mène sur un projet. Voilà. C'est à peu près tout ce que je voulais dire au plan juridique sur le sujet. Alors, juste de petites consolations, petite consolation. J'ai vu que Kram Chaban s'était à nouveau coincé au niveau du Conseil d'État, mais j'espère bien que ça va être relancé par ailleurs, parce que c'est inadmissible d'aller empiéter sur le Marais Poitevin. Voilà. Merci beaucoup. Wow.